La session d'aujourd'hui porte sur la redéfinition de l'éducation et elle est basée sur un chapitre du livre de Swami Parthasarathi, La chute de l'intellect humain. En fait, Swamiji utilise un langage bien plus fort. Le chapitre s'intitule dans le livre « Le fléau du système éducatif ». Le fléau, c'est le problème, le cauchemar, le fardeau. Et lorsque nous examinons le thème de ce livre que nous étudions, nous mettons en lumière la situation grave dans laquelle se trouve l'humanité. Et il suffit de regarder autour de nous ce qui se passe dans le monde en termes de coût de la vie, de guerre dans différentes parties du monde, du manque d'épanouissement qui commence dès le plus jeune âge. Et quand on observe ce qui se passe, on a presque l'impression que ce livre a été écrit au début des années 2000. Et lorsque nous lisons certains passages, il semble prédire ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. Comment se fait-il que ce soit si précis en ce qui concerne les bouleversements des marchés, la montée des conflits, l'égoïsme, la dépression? C'est parce que l'auteur pouvait voir et prévoir ce qui allait se passer dans la société si nous négligions la prérogative humaine fondamentale, le droit de naissance et la caractéristique essentielle de la pensée indépendante individuelle de l'intellect. Et c'est exactement ce que nous constatons. Maintenant, si nous voulons résoudre le problème, car ce n'est pas un problème qui date d'hier, c'est un problème qui existe depuis des générations, peut-être depuis des centaines d'années. Et pour que nous puissions revenir en arrière et essayer de provoquer une renaissance, une révolution dans la façon de penser. Encore une fois, pour ramener cette indépendance, pour retrouver cette nature altruiste, pour encourager les individus à évoluer, à devenir meilleurs, plus heureux, il faut une refonte de la cause profonde. Et la cause profonde est systémique. Elle provient de la façon dont nous sommes éduqués, de la façon dont nous sommes éduqués à être humains, de la façon dont nous sommes éduqués à comprendre l'anatomie de ce que signifie être un être humain. Et la simple distinction entre l'esprit et l'intellect n'est pas connue. Donc, si nous voulons vraiment faire une différence, cela doit réellement commencer par s'attaquer au système éducatif. Et ce n'est pas que nous n'avons pas essayé. Là où nous avons de l'influence, et je sais que beaucoup d'entre vous ont partagé ce sujet à leur manière dans leurs différents cercles. Donc, selon l'endroit où vous avez de l'influence, de l'accès, partagez-le. Parce que le plus grand défi que nous ayons est d'éduquer les personnes déjà éduquées. Comment amener les gens qui ne voient pas l'importance de l'intellect à comprendre l'urgence de le réhabiliter? Les 7 points que nous allons aborder aujourd'hui. Et en choisissant le sujet, je me demandais, devrions-nous l'appeler « Défier l'éducation » ? Parce que nous voulons la révolutionner, nous voulons la réformer en profondeur. Voulons-nous l'appeler éducation raffinée, ce qui signifie qu'elle est bonne, mais que nous voulons l'améliorer? Et le mot que j'ai choisi pour la session d'aujourd'hui est redéfinir l'éducation. Parce que si nous revenons à la définition de l'éducation, si nous revenons à ce que l'éducation est censée être, la façon dont elle a été conçue à l'origine, peut-être pourrions-nous retrouver certains des éléments fondamentaux. Et nous commençons par le mode d'éducation de base. Alors, au groupe, et je sais qu'il y a beaucoup d'éducateurs ici, que signifie l'éducation? Cette session porte sur l'éducation, mais qu'est-ce que cela veut dire? Transmettre des connaissances solides pour la réflexion. Transmettre des connaissances pour susciter la réflexion.
savoir assimiler de nouvelles idées ainsi que des concepts. Il s'agit d'une transaction assimilée. Je pense qu'il existe deux types d'éducation. Nous avons l'ancienne école et la nouvelle école. L'ancienne école visait à donner aux gens les moyens de bien comprendre leur environnement et d'avoir la capacité de agir d'une certaine manière et réagir d'une certaine façon. Alors que la nouvelle génération consiste surtout à assimiler et à devenir plus robotique sans être capable d'assimiler quoi que ce soit. Je pense que c'est ça, l'éducation. C'est ce que je ressens à propos de l'éducation de nos jours. Idéalement, c'est cette transmission, ce transfert de connaissances. Et si c'est bien fait, le récepteur les garde, les assimile, les absorbe, devient cette connaissance. Cela fait partie d'eux. Mais si nous revenons à la définition ou à l'étymologie, à l'origine du mot éduquer, c'est parce que cela nous donne le mode d'éducation. Le mot éduquer vient du mot latin educare, educare. Et les deux signifient éduquer, veut dire dehors, ducere veut dire tirer. Cela peut aussi signifier former, nourrir, mais cela veut dire extraire du récipiendaire, extraire la connaissance de l'élève. Et c'est pourquoi, dans notre session, nous avons une partie dédiée aux questions-réponses, nous avons une partie où je pose des questions, et même s'il y a beaucoup de contenu, si cela vient de l'élève, vous faites émerger la connaissance de l'élève à travers une série de questions, et vous semez des idées. Qu'en penses-tu? Et si c'était le cas? Et tu proposes différentes perspectives. Mais au lieu d'imposer des informations, et selon la capacité de mémoire de cette personne, elle assimile l'information. Puis elle la régurgite lors d'un examen. Et c'est là que ça s'arrête. Très peu de choses sont retenues. Combien de choses nous souvenons-nous de l'école, de l'université? Mais si cela est extrait de nous, lorsque nous commençons à faire des liens, cela change tout. Et c'est pourquoi le mode d'apprentissage est si important. Pour ceux d'entre vous qui sont parents, pour ceux qui ont des collègues, ou si vous essayez de partager une idée, une façon utile est de passer par le questionnement. Et avec le questionnement, on n'impose pas le savoir, car dans ce cas, il a une durée de vie très courte. On amène le destinataire à être actif dans la conversation, à appliquer sa propre réflexion. Et c'est cette application de leur propre réflexion, où ils relient cause et effet, qui leur permet d'absorber, assimiler l'information, faire des liens jusqu'à ce que cela ne soit plus quelque chose qu'ils doivent retenir. Ils en comprennent les principes. Aucune mémoire n'est nécessaire. Je me souviens qu'au lycée, j'étais un bon élève, mais je cherchais le moyen le plus efficace d'obtenir de bonnes notes. Et au lieu de comprendre les principes, je cherchais ce qu'il fallait étudier pour l'examen, ce qui avait le plus de chances de tomber à l'examen. Ainsi, je pouvais réussir l'examen. Et cela peut être dans notre façon d'examiner, la manière dont nous testons la compréhension doit changer. C'est une conversation et c'était la méthode employée par le philosophe grec Socrate. Ce n'est qu'une série de questions qui poussent à la réflexion et vous ne réalisez même pas que vous êtes en train d'apprendre. On a simplement l'impression de discuter avec une personne sage, sans même se rendre compte de ce que cela nous fait, de la façon dont cela nous change, ou de la manière dont cela influence notre façon de penser pour le reste de la journée. La méthode devrait consister à faire émerger plutôt qu'à imposer. C'est le premier aspect. Le second aspect fondamental de cette réflexion
est une idée qui ne constitue pas en soi une idée totalement originale de l'auteur. En réalité, elle tire son origine des travaux d'un auteur célèbre du XXe siècle, à savoir le cardinal Newman. Et imaginez, à cette époque, il écrit sur l'état de l'enseignement universitaire en Angleterre. Et le cardinal Newman, il se plaint que nous perdons l'esprit de l'éducation parce que l'éducation devient servile et non libérale. Et il invente ces deux termes. Et c'est un usage particulier. Donc, si vous cherchez la définition du mot libéral ou du mot servile, cela ne correspondra peut-être pas au contexte, mais l'idée est la suivante. L'éducation servile. Cela réside dans la façon dont nous abordons l'apprentissage. Pourquoi apprenons-nous? Et l'éducation devient servile si vous abordez votre apprentissage dans un but précis. Alors, pourquoi la plupart des gens vont-ils à l'école ou à l'université? Quel est le but de cette éducation? Pour décrocher un excellent poste et une rémunération attractive. excellent, obtenir un bon emploi, une carrière, gagner de l'argent. Même parmi ceux qui s'intéressent au Vedanta, beaucoup viennent pour résoudre un problème particulier. Peut-être pour améliorer leurs relations, améliorer leur sommeil, développer leurs compétences en leadership. Donc, ils viennent avec un angle particulier. Si nous abordons l'éducation avec une étiquette utilitaire signifie pour une utilisation, donc nous acquérons la connaissance dans un but spécifique et limité, cette éducation est de survie. Maintenant, pourquoi se plaint-il de l'état des universités à l'époque? Aujourd'hui, s'il regardait les universités, il n'aurait probablement pas écrit le livre L'idée d'une université. Il l'aurait abandonné. Parce qu'aujourd'hui, la société considère l'école comme un moyen d'entrer à l'université. Je vois que les meilleures écoles en Inde et à l'étranger font de la publicité en disant que si vous venez dans cette école, vous serez admis dans une grande université. Grande aussi, ils ne définissent pas dans une université de la Ivy League. L'une des universités britanniques célèbres, parmi les 20 meilleures universités du monde. Est-ce que l'idée de l'éducation est d'intégrer une université prestigieuse? Et alors, quelle est l'idée d'une université? Pour obtenir un bon emploi, un bon salaire de départ. Ce n'est pas le but de l'éducation. Et si nous abordons l'éducation de cette manière, c'est le glas de l'éducation. C'est la fin de l'éducation. Elle ne remplit pas le rôle qui lui est destiné. Quel est donc le but de l'éducation? Connaissances accrues, Savoir accru. apprendre véritablement, à réfléchir par soi-même. Apprendre à penser par soi-même. Développer l'intellect, la capacité à être indépendant, la capacité à prendre des décisions par nous-mêmes. Avoir un système de pensée sur lequel nous pouvons compter. Qui nous appartient, que nous avons construit. Développer les compétences pour penser de manière critique, objective et indépendante. C'est le but de l'éducation. Maintenant, si nous abordons l'éducation de manière servile, si nous la considérons toujours sous un angle utilitaire, si nous allons à l'école pour la richesse, si nous abordons toute chose de cette façon, alors toute l'éducation devient limitée. Nous n'acquérons donc pas les différentes compétences que l'éducation est censée nous apporter. Et cela ne dépend pas de l'éducation ni du contenu lui-même, mais du modus operandi, c'est-à-dire de la raison pour laquelle nous nous éduquons. Et si la raison est limitée, c'est tout ce que nous recevrons. Nous recevrons une version limitée du sujet. Alors, qu'est-ce que l'éducation libérale? L'éducation libérale, c'est lorsque nous étudions,
mais que nous étudions par intérêt pour le sujet lui-même. Nous étudions le savoir pour le savoir. Maintenant, je ne dis pas que nous n'avons pas un objectif en tête, que nous ne voulons pas trouver un emploi ou entrer dans une bonne université. Cela peut être votre objectif ultime. Mais lorsque nous nous lançons dans l'apprentissage, lorsque nous cherchons à comprendre, si nous avons en tête la question « Comment cette éducation peut-elle me rapporter de l'argent ?» cela corrompt l'apprentissage. Nous n'absorbons pas les principes qui sont censés être transmis par ce savoir. Mais si nous l'abordons simplement pour comprendre, cela développe l'intellect. Cela développe la pensée. Le savoir pour le savoir. Et le cardinal Newman le décrit magnifiquement. Il dit que l'éducation libérale, considérée en elle-même, est simplement la cultivation de l'intellect en tant que tel, et que son objectif n'est rien de plus ou de moins que l'excellence intellectuelle. C'est cela, l'éducation libérale, et une personne peut ne pas avoir de diplôme ou de doctorat dans une matière. Et j'ai vu des ingénieurs électriciens, ils sont passés par les meilleures universités, mais lorsqu'il s'agit d'application, lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes, ils n'ont pas les compétences. Dans l'un des cours précédents, j'ai parlé d'un des collègues qui a suivi le cursus avec moi à la Vedanta Academy. Aucune formation formelle en génie électrique. Il a simplement appris par lui-même, par son propre intérêt, s'auto-éduquait, lisait par lui-même, démontait des objets, les remontait, travaillait sur les principes et il était capable de trouver des solutions pour réparer différents appareils électriques. Notre grand four industriel que nous avons dans notre cuisine, c'est lui qui l'a réparé alors que les techniciens de la société n'y arrivaient pas. Quelle est la différence? La différence, c'est qu'ils comprennent le fonctionnement de l'appareil. En Inde, il y a beaucoup de cette éducation libérale où l'on observe, on démontre les choses. Ce n'est pas le cas partout, mais par exemple, si une valise est endommagée, dans certaines parties du monde, on va la faire réparer. Et selon votre garantie, ils disent « Non, non, ne vous inquiétez pas, prenez simplement une autre valise. » En Inde, ils vont réparer cette valise. Ils trouveront une roue quelque part. Ils prendront une fermeture éclair quelque part. Ils la répareront. Ils comprennent comment cela fonctionne. Ils comprennent pourquoi cela fonctionne. C'est ça la différence. Éducation libérale versus éducation servile. Et je vais vous donner quelques idées supplémentaires à ce sujet, car c'est peut-être le thème principal de la session d'aujourd'hui. L'Académie Vedanta. Le but est que nous acquérions une connaissance, une perspective de la vie dans sa totalité. Pas dans un aspect particulier, mais supposons que vous veniez à l'Académie Vedanta pour une raison précise. Peut-être que vous souhaitez acquérir de la discipline sur le plan physique. Peut-être qu'une personne veut perdre du poids. Alors imaginez, chaque fois que nous parlons de l'esprit et de l'intellect, la seule façon dont la personne le reçoit, c'est en pensant à perdre du poids. Ou comment puis-je utiliser le Vedanta pour devenir professeur de philosophie et enseigner à l'université? Mais alors, ils ne le reçoivent qu'à travers cet angle particulier étroit et limité. Et le problème, c'est qu'ils passent à côté de tout ce à quoi cela pourrait servir. Comment cela pourrait être utilisé dans une perspective familiale? Comment cela pourrait être utilisé dans une perspective professionnelle? Comment cela pourrait être utilisé pour la santé mentale et pas seulement la santé physique? Si vous venez avec un seul angle, vous n'obtenez que cet angle-là. Mais si nous comprenons, pour le simple fait de comprendre, cela ne se limite pas à l'angle qui vous intéresse, cela vous donne la capacité de résoudre tous les angles. C'est cela, l'éducation libérale. Si c'est une éducation servile, c'est quelque chose comme ceci. Oscar Wilde dit qu'une telle personne devient un cynique négatif.
Et il décrit un cynique comme un homme qui connaît le prix de tout. Ainsi, ils ont toutes les informations, mais ne connaissent la valeur de rien. Ainsi, ils peuvent vous dire la surprise, mais ils ne peuvent pas vous dire la valeur. Parce que la valeur dépend du contexte. La valeur dépend de votre expérience subjective, de votre compréhension. Savoir quel plaisir cela peut apporter ou ne pas apporter. Ceci est le fruit de l'intellect. Maintenant, la raison pour laquelle cela met fin à la véritable éducation, c'est que si nous abordons l'éducation dans le but de générer de la richesse, et c'est ce que nous faisons. Et dans le livre, il est question d'un article écrit en 2003, publié à l'époque dans le Sunday Times, où le secrétaire à l'éducation, qui s'appelait Charles Rodway Clark, s'exprime. Il dit que le financement va cesser pour les universités. Qu'est-ce que c'est que d'enseigner Shakespeare? Quel est l'intérêt d'enseigner Shakespeare? Et il décrit exactement le contraire de ce que dit le cardinal Newman. Il dit que cette connaissance, pour la connaissance elle-même, c'est un peu douteux. Si cela n'apporte aucun bénéfice ou n'a pas d'utilité évidente, si ce n'est pas favorable aux entreprises et que vous ne pouvez pas prouver que cela prépare les gens à l'industrie, nous couperons le financement de vos universités. Attendez, ici nous avons un titan parmi les êtres humains, une personne de culture, de sagesse, le cardinal Newman. D'un côté, il dit que la meilleure voie est la culture de l'intellect, de la réflexion. Et d'un autre côté, on dit non, il s'agit de placer les gens dans l'industrie du travail. Maintenant, nous devons décider. Et cela nous amène à réfléchir à la finalité de l'éducation. Et si nous considérons l'éducation simplement comme un moyen de gagner sa vie? Quel type d'être humain, quel type de citoyen envoyons-nous dans le monde? Parce que cet être humain-là, qui aborde l'éducation de manière servile, où il ne s'agit que de créer de la richesse, de payer les factures, nous encourageons l'égoïsme, nous encourageons génération après génération des êtres humains égoïstes et égocentriques, et cela se produit au sein du système éducatif car il est conçu de cette manière. 4. Non pas pour s'épanouir, non pas pour contribuer en tant que citoyen, non pas pour évoluer en tant qu'être humain, mais pour payer ses factures, gagner sa vie. Ce sont là les effets à long terme et la société les constate, les subit. Une éducation libérale et non servile. C'est clair pour tout le monde? Une éducation libérale et non servile. Donc, même pour notre propre apprentissage, il se peut que nous soyons venus à la Vedanta parce qu'un ami nous l'a suggéré. Cela pourrait aider dans l'éducation des enfants, mais lorsque nous abordons ces séances, ne les considérons pas uniquement sous l'angle de la parentalité. Vérifions, comprenons tous les aspects. Est-ce que cela a du sens? Quel est le message que l'on cherche à transmettre lors de la séance d'aujourd'hui? Et lorsque nous faisons cela, nous développons notre intellect parce que nous réfléchissons, nous utilisons, nous activons notre pensée, pas seulement sous un seul angle. L'aspect suivant concerne le système éducatif. Pouvons-nous identifier le swadharma de l'enfant ou de l'individu? Swadharma signifie la propre nature de chacun. Swa signifie propre à soi, soi. Dharma, ce sont deux mots sanscrits. Dharma signifie nature. Alors, quelle est votre nature? Pourquoi êtes-vous fait? Quelles sont les graines de votre personnalité, de votre talent, de vos inclinations, de vos passions? Vous pouvez donc être doué pour quelque chose, c'est un aspect, mais vous vous intéressez aussi à ce sujet. C'est ce vers quoi vous êtes naturellement attiré. Quel livre prenez-vous dans une bibliothèque ou dans une librairie? Qu'est-ce que vous mettez à la télévision? Où vont vos pensées lorsque peut-être que vous êtes dans un avion ou passager dans une voiture?
Où vont vos pensées? Et ces aspects ou ces endroits vers lesquels elles se dirigent sont des indices de votre Sudharma. Idéalement, il ne devrait pas seulement incomber à l'individu et aux parents d'aider l'enfant à découvrir quel est son Sudharma. L'école et le système éducatif devraient également accompagner tout en dispensant une éducation générale pour aider l'enfant à le découvrir. Quel est leur Swadharma spécifique? Quel est le domaine d'activité qu'ils pourraient choisir plus tard et qui pourrait leur apporter de l'épanouissement pour lequel ils sont faits? Pas celui où il y a le plus d'emplois, pas celui qui rapporte le plus à ce moment précis, là où il y a une pénurie dans le pays, mais pourquoi êtes-vous fait? Maintenant, l'opposé de cela, c'est le paradharma. Para, d'accord. Cela signifie dharma étranger, cela signifie nature, donc cela veut dire une nature étrangère, cela signifie adopter une nature qui n'est pas la vôtre. Et les effets d'adopter le paradharma. Parce que sans le savoir, nous, en tant que parents ou nos parents, ont peut-être fait cela avec nous ou nous sommes peut-être en train de le faire avec la prochaine génération. C'est-à-dire que, indépendamment de l'intérêt ou du talent, nous les poussons vers ce que nous connaissons et avec de bonnes intentions. Sans aucun doute, nous voulons qu'ils soient financièrement en sécurité, nous voulons qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Mais à quel prix? Une certaine monotonie, un profond ennui, manque d'épanouissement parce que le paradharma, c'est une nature étrangère. Quand vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas, chaque travail que vous faites, c'est comme courir contre le vent. Il y a de la friction, il y a de la résistance. Mais si vous faites quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous intéresse, le temps passe vite, vous ne le ressentez même pas. Vous avez hâte de vous lever le matin, vous y pensez même lorsque vous êtes censé vous détendre. C'est la différence entre le swadharma et le paradharma. Et un aspect fondamental et essentiel que nous pourrions chercher à redéfinir ou bien à intégrer pleinement dans notre système éducatif actuel, c'est précisément la manière dont nous pourrions accompagner l'enfant pour l'aider à trouver véritablement son propre siddhama. Steve Jobs disait « Le travail va occuper une grande partie de la vie. » Alors réfléchissons-y. Votre travail va remplir une grande partie de votre vie. Et la seule façon d'être vraiment satisfait, c'est de faire ce que vous considérez comme un travail remarquable. Et la seule façon de faire un travail remarquable, c'est d'aimer ce que vous faites. Voilà le point important. Il n'est pas dit que vous devez changer le monde. Il n'est pas dit que vous devez aller nourrir un village. Il n'est pas dit que vous devez donner des conférences ou voyager. Rien de tout cela. Vous faites ce que vous jugez être un travail remarquable, mais pour cela, il faut aimer ce que vous faites. C'est ça l'idée. Et si nous pouvons introduire le swadharma en exposant les enfants à différentes activités. Il y a donc la musique, le sport, la culture, les débats, les langues. Et ensuite, observer vers quoi l'enfant se tourne, pourquoi il a du talent, ce qu'il aime, et encourager cela. Swadharma contre paradharma. Le point suivant de nos 7 suggestions pour le système éducatif auquel nous avons longuement consacré la semaine dernière concerne la distinction entre intelligence, connaissance, mathématiques, concepts, idées, physique, chimie, le développement progressif de l'intellect de manière parallèle. En fait, nous avons véritablement besoin de l'intellect, encore plus aujourd'hui qu'il n'en a jamais été question auparavant. Il ne fait donc aucun doute qu'il y avait de l'intelligence auparavant. Je dis qu'il est plus important pour nous de trouver le bon équilibre aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que c'est le cas?
Parce qu'avec la technologie, nous perdons la chance, l'opportunité de penser par nous-mêmes. Tout est vraiment là-haut. Je veux dire, c'est facile à consommer. Donc les gens arrêtent de réfléchir et cela affaiblira beaucoup l'intellect. Donc nous avons besoin... Oui, vas-y. D'accord, je pense que c'est l'IA qui va devenir tellement prédominante dans nos vies que nous devons maintenant avoir l'intellect nécessaire parce que vous pouvez lui donner de mauvaises informations et elle les restituera. Il y a une expérience très intéressante sur laquelle je ne vais pas m'étendre, où ils ont introduit de fausses informations, des articles extrapolés ont été rédigés. Et vous savez, il faut maintenant appliquer votre intellect pour voir ce qui est juste, ce qui est faux et à quoi vous vous référez. De mon côté, je pense que nous avons, si nous nous comparons à avant on allait dans un magasin, on prenait plusieurs articles et le commerçant était capable de calculer sans calculatrice. Avec l'introduction de cela, et la machine moderne a rendu notre cerveau paresseux et nous fait fournir moins d'efforts. Et à partir de là, l'évolution de ces machines a maintenu notre intellect en mode dormant, presque inexistant. Et cela a un impact sur la vie de tout le monde, que nous soyons adultes ou même des nouveau-nés. Et à partir de cela, nous devenons dépassés. Les gens peuvent nous contrôler parce que nous ne savons même pas si ce que nous faisons est bien ou mal, nous n'y réfléchissons même pas. Ce sont d'excellents points et le premier que vous mentionnez, c'est qu'auparavant, l'information n'était pas aussi facilement accessible. Donc, nous échangions sur la base de l'information. Une personne possède des informations sur une maladie, une autre sur la loi. Et parce que nous sommes ignorants, nous allons voir cette personne et il y a un échange. Nous payons la personne nous transmet le savoir, l'expertise. Mais aujourd'hui, à notre époque, nous ne manquons pas d'informations, il n'y a aucune pénurie. Elle est à portée de main, comme nous l'avons mentionné, Smitha l'a dit, l'IA. Donc, nous avons toutes ces informations à disposition, il n'est donc plus nécessaire d'en dépendre pour vivre. Mais ce qui était nécessaire, ce qui est devenu essentiel, c'est, avec toute cette information disponible, la capacité de l'analyser, l'interpréter, déterminer ce qui est utile, déterminer ce qui ne l'est pas. Et ce qui est très important, c'est la partie qui a été mentionnée ici. La capacité de la vérifier. Quel est le processus de vérification que nous utilisons pour évaluer l'information et déterminer si l'information est fiable? Dans un monde où la connaissance est si facilement accessible qu'il peut y avoir de la désinformation, voire même de la mésinformation. Comment pouvons-nous nous assurer qu'elle est exacte? Comment pouvons-nous nous assurer qu'elle s'applique à nous? Et c'est là que la capacité à analyser l'information devient aujourd'hui plus pertinente qu'elle ne l'était auparavant. En fait, c'est surprenant, l'IA a certes ses utilités, mais elle ne peut pas remplacer l'intelligence humaine. Mais nous devons continuer à faire fonctionner notre intellect. Encore plus pour savoir comment gérer ce volume de consommation. Et si nous n'avons pas la capacité de digérer ou d'analyser ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre, ce qu'il faut absorber, ce qu'il ne faut pas absorber, nous sommes en difficulté. Je vais vous donner un exemple. À Hambourg, notre hôte se produisait dans une interprétation du Messie de Handel. C'est une magnifique composition sur la vie de Jésus-Christ et ses chants. Et nous ne connaissions pas grand-chose de cette composition, alors nous avons demandé à notre ami ChatGPT, de quoi s'agit-il? Et il explique, vous savez, qu'il y a 53 parties et que ce sont différentes étapes de la vie de Jésus-Christ. Étape 1, étape 2, étape 3. C'est ainsi que c'est divisé et c'est tout ce que nous voulions. Nous voulions juste un aperçu.
Quand cela a-t-il été écrit? À quelle époque cela a-t-il été écrit? C'est tout ce que je voulais. Mais ensuite, la question suivante m'a fait peur. L'invite que ChatGPT a donné après cela, sans que je le lui demande, ChatGPT a demandé, voulez-vous... Il est essentiel de savoir précisément quelle émotion éprouver pour chaque verset en particulier. Attendez, une seconde. Donc, ils disent, et c'est l'idée, parce que tout le monde cherche des raccourcis, ils veulent aller vivre l'expérience, mais ils veulent aussi savoir ce qu'ils doivent ressentir. Donc, oh, je dois me sentir exalté lors du refrain de Alléluia, Alléluia. Et quand il s'agit de la persécution et de la crucifixion, je dois ressentir ceci. Et ce qui se passe là, que nous le sachions ou non. Et peux-tu imaginer qu'un esprit en formation ou qu'un individu qui n'a pas encore développé une intelligence mature dirait oui? J'aimerais savoir ce que tu ressens. J'aimerais me sentir sophistiqué dans ce groupe de personnes. J'aimerais savoir ce que les autres ressentent pour ne rien manquer. Mais ce que cela fait, c'est que cela nous rend tellement dépendants de l'information, de l'intelligence, et nous passons à côté la capacité d'être conscient de soi, d'être conscient de nos émotions, d'être conscient de notre expérience, nous fait manquer ce que c'est qu'être humain. Nous manquons de conscience de soi. C'est l'intellect qui nous donne la conscience. C'est l'intellect qui nous rend conscients de nos émotions, de notre expérience. La deuxième raison pour laquelle l'intellect est si nécessaire, c'est que à mesure que nous raffinons les différents plaisirs que le monde a à offrir, les différentes distractions pour l'esprit, et il ne fait aucun doute que ce monde, pour faire tourner les économies, doit alimenter ce moteur de consommation dans lequel nous sommes. Donc, il nous faut trouver des moyens attrayants pour inciter les gens à continuer d'acheter, pour les garder engagés. Mais si toute cette intelligence est mobilisée pour accrocher et rendre l'esprit dépendant de la consommation, quelle chance avons-nous? Donc, si vous pensez à il y a 30 ou 40 ans, il n'y avait peut-être pas autant de plaisirs disponibles. Il n'y avait peut-être pas autant de chocolat disponible. Aujourd'hui, vous entrez dans un centre commercial ou un magasin et vous regardez simplement la rangée de chocolat exposée dans un centre commercial, voyez à quel point elle a augmenté. Et c'est pourquoi nous avons besoin de beaucoup plus de caractère, de beaucoup plus d'intellect pour gérer notre esprit face à ses distractions et ses désirs. Ce sont les deux raisons. Donc, dans notre suggestion pour le système éducatif, développer la pensée critique, développer l'intellect en même temps que l'intelligence. Maintenant, comment fait-on cela? Et cela nous amène au sujet suivant. Et le sujet suivant est, oui, la connaissance. L'intelligence doit être présente. Mais la connaissance en elle-même est inutile à moins d'être retenue, absorbée, tout comme la nourriture. La nourriture ne vous nourrit pas si elle n'est pas digérée. Alors, comment digérer la connaissance? Pour qu'elle devienne bénéfique pour le récepteur, pour qu'elle soit vécue et non simplement connue. Et cette étape intermédiaire qui manque dans le système éducatif s'appelle la réflexion. Ce qui transforme la théorie de la connaissance en sagesse vécue, c'est l'étape de la réflexion. En sanskrit, la première étape s'appelle Shravana. C'est là que vous écoutez, que vous recevez. La connaissance peut aussi venir de la lecture. La deuxième étape de la réflexion est Manana. Un moyen facile de s'en souvenir. C'est comme une banane avec votre esprit, le M, où vous allez en courbe et vous réfléchissez avec votre esprit. Et vous faites tourner l'idée, vous la retournez, vous la faites rebondir jusqu'à ce que, comme on dit, le déclic se produit. Vous l'avez compris, vous saisissez l'idée, mais cela signifie que vous devez rester avec elle.
Maintenant, si l'on regarde la journée scolaire, l'enseignement universitaire, il y a tellement de contenu. Mais quelle place est accordée à la réflexion pour assimiler tout cela? Quel type d'exercices et de supports sont utilisés pour pousser l'étudiant non pas à régurgiter, mais à réfléchir et à assimiler au sein de l'académie? Et l'académie est conçue selon ces principes. C'est ce qui est merveilleux avec l'auteur, c'est que l'auteur met en pratique ses idées. À la Vedanta Academy, nous avons une session matinale où l'on aborde un contenu philosophique profond. Et là encore, il y a beaucoup de questions-réponses lors de cette session. Mais la deuxième session académique de la journée est une discussion de groupe. Il s'agit de discuter de l'idée, de la digérer, et c'est cela la réflexion. Mais il n'y a pas que cela. Les meilleures heures de la journée, tôt le matin et l'après-midi, une session optionnelle, sont consacrées à la réflexion, car c'est cela qui rend la connaissance précieuse et utilisable. Mais plus important encore, dans la digestion du savoir, grâce à la réflexion, l'intellect se renforce. Le but de l'éducation est l'excellence intellectuelle. Et s'il n'y a que de la consommation, 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 connaissance, 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 mais aucune réflexion, même si c'est la meilleure des connaissances, cela n'est pas utile. Combien de livres avons-nous lus sans en retenir une seule idée à appliquer dans la vie? Et c'était une lecture intéressante, c'était une excellente lecture et des concepts merveilleux. Cela ne nous profite pas parce que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir ensuite. Il en va de même pour ces sessions, un excellent contenu. Qu'allons-nous en retenir? Peut-être une idée, 2 idées. Mais prenons-nous le temps dans notre semaine de réfléchir au contenu? Et cela nous amène au point suivant, le temps d'étude. Et le temps d'étude est basé sur les 3 types de pensée. Et nous allons entrer dans les détails à ce sujet. Je pense que pour la prochaine session, après la chute de l'intellect humain, le thème portera sur ces 3 textures de pensée. Elles s'appellent sattva, rajas et tamas. Donc, c'est la catégorie A des pensées de la nature. Il y a la catégorie B qui est rajas et la catégorie C qui est tamas. Ce sont les 3 types de nature. Sattva, rajas, tamas. Je vais l'afficher à l'écran pour vous. Et l'idée de ces 3 catégories de nature, c'est que nous sommes tous un mélange de ces 3 A, B et C. Mais une façon formidable d'évaluer et de voir où nous en sommes, c'est de découvrir quelle est notre proportion. Et ce que nous aimerions faire, c'est réduire le tamas, la catégorie la plus basse, la faire monter vers rajas. Et là où nous sommes dans le rajas, l'élever jusqu'à sattva. C'est ça l'idée. Alors, sattva, c'est quand les pensées sont calmes, posées, claires. Rajas, actif mais agité, très perturbé. Et tamas, c'est le sommeil. Aucune pensée, aucun sentiment, sommeil, paresse. Maintenant, ce que nous aimerions faire, c'est élever toute notre personnalité jusqu'à sattva. Mais tout comme la nature de l'esprit peut être catégorisée en sattva, rajas et tamas, ils catégorisent aussi les moments de la journée. Et l'auteur fait une suggestion. Essayons d'utiliser le moment sattvique de la journée pour l'éducation, car l'éducation est destinée à la réflexion, elle vise à cultiver l'excellence intellectuelle. Donc le meilleur moment serait sattva. Le pire moment serait la nuit tardive, le tamas. Mais il y a un piège. Regardez les horaires et vous comprendrez pourquoi le moment sattvique se situe entre 4 heures et 6 heures du matin. Allons-nous vraiment commencer l'école aussitôt? D'un point de vue pratique, ce serait difficile. Mais l'idée d'utiliser ce début de matinée pour étudier, pour absorber des connaissances, c'est le meilleur moment et cela correspond à la texture de la journée. Et plus la science fait de recherche,
plus nous réalisons à quel point tout dépend du lever et du coucher du soleil. Il existe un rythme naturel pour tous les êtres vivants avec le soleil. Seuls les êtres humains pensent qu'ils y sont immunisés. Mais plus nous faisons de recherches, plus nous découvrons. La digestion tourne autour du soleil. Notre productivité tourne autour du soleil. Le type de sensations, le type d'hormones qui sont libérées, tout cela est lié. Lever du soleil, coucher du soleil. C'est la même chose avec le moment de la journée. Juste avant le lever du soleil, on peut voir que la nature est dans une humeur tendre et créative. Juste avant que le soleil n'apparaisse, là où l'activité commence, il y a cette période où la création a lieu. En sanskrit, on appelle cela Brahma Muhurta, ce qui signifie la période de Brahma, la période de la créativité et de la création. Parce que la journée commence, tout commence à éclore, à se préparer. Et puis, une fois que le soleil est levé, on passe en mode action. Et puis, une fois que le soleil est couché, c'est censé être le moment de se détendre. Donc, Sattva correspond au début de la matinée, Rajas va du lever au coucher du soleil. Parce que c'est à ce moment-là que tu es censé être actif et Tamas, c'est quand tu ne penses pas, tu ne ressens rien. Donc, idéalement, on aimerait introduire l'éducation le plus tôt possible. Et sinon, on pourrait commencer l'école un peu plus tôt. 5 heures du matin serait difficile à appliquer individuellement dans les foyers. Et pour les adolescents auxquels nous nous adressons partout dans le monde, nous leur donnons ce conseil. Si tu veux optimiser ton temps d'étude et de mémorisation, couche-toi plus tôt. Au lieu d'étudier tard le soir, à minuit, 23 heures ou 1 heure du matin, couche-toi plus tôt et lève-toi plus tôt. Et cette heure ou ces 2 heures que tu passes à étudier le matin sont 3 fois plus productives que tard le soir, à condition d'avoir suffisamment dormi. Et ceux qui ont adopté cette méthode ont obtenu des résultats incroyables. Et je ne dis pas qu'il faut étudier la philosophie. Idéalement, oui, c'est le point suivant. Mais même pour leur matière, c'est la même chose pour nous. Si nous voulons élaborer une stratégie, trouver une idée d'entreprise, utilisons le meilleur moment pour réfléchir, pour penser. 4 heures du matin, c'est peut-être un peu tôt. Nous nous levons à 4 heures du matin, mais nous faisons une sieste l'après-midi d'environ 45 minutes et cela nous permet de redémarrer. Mais si vous n'avez pas la possibilité ou la flexibilité de faire une sieste l'après-midi, je dirais de travailler à partir de 5 heures, 5h30. D'accord, 6 heures, aussitôt que possible. Et même si nous ne pouvons pas faire commencer les écoles aussitôt, j'ai vu des familles, 3 enfants d'âges différents, et les parents ont commencé cela à Londres. Maintenant, vous pourriez dire d'accord, ça peut aller. À la campagne, j'ai été dans des villages où c'est la norme. 5 heures du matin, dans un village du Tamil Nadu, j'y étais. De la musique classique était diffusée. Les enfants pratiquaient leur musique. Ils faisaient leurs devoirs. 5 heures du matin. Mais ce qui m'a surpris, c'est qu'à Londres, nous logions chez une famille et le matin, parce que les parents se levaient pour faire leur apprentissage du Vedanta en ligne, les enfants se levaient aussi et faisaient leurs études. Nous devons montrer l'exemple. Si nous ne le faisons pas, les enfants ne le feront pas. 5 heures du matin, ou plutôt, c'est encore mieux. Le dernier point est le suivant. En plus des matières qui développent l'intellect. Par exemple, les mathématiques, la pensée logique et structurée, les sciences, la littérature classique comme Shakespeare. Shakespeare ne devrait pas être retiré à cause des réflexions, des idées qu'il soulève sur la vie, la réputation, le désir, l'ambition, la jalousie, les thèmes que la littérature classique aborde. Elle aborde des thèmes sur la vie, mais pourquoi ne pas directement enseigner la philosophie de la vie, le Vedanta, de toutes les manières possibles où nous pouvons l'intégrer? Et la beauté de ce que l'auteur a accompli avec ce livre, La chute de l'intellect humain,
c'est qu'il a pris l'immense volume de cette philosophie et l'a condensé dans un livre accessible qui peut être immédiatement introduit dans une école. Ce n'est pas religieux, c'est logique, structuré, simplement pour comprendre comment nous pensons, comment nous développons notre réflexion qui ne relève pas de la philosophie. Donc, si nous introduisons ces quelques aspects dans le système éducatif, qui sait, nous pourrions véritablement commencer à former une communauté solide de personnes pleinement épanouies dans leur vie, des étudiants qui sortent avec l'envie d'apporter une contribution à ce monde aux autres. On pourra peut-être changer les choses dans la société. Pour redéfinir l'éducation, voici les 7 principes. Le premier, c'est qu'il faut faire émerger et non imposer. C'est ce que signifie éduquer, faire sortir. Éducar. Deuxièmement, libéral, pas servile. La connaissance. Étudions n'importe quelle matière pour l'amour de la connaissance, c'est-à-dire pour la comprendre en elle-même et non pour une utilité particulière. Swadharma, pas paradharma. Encourageons les jeunes à trouver leur swadharma, ce qu'ils aiment faire, tout en poursuivant bien sûr l'éducation générale. Ils ont besoin des bases de la vie, mais ensuite, il faut qu'ils se spécialisent dans leur swadharma, en développant à la fois leur intellect et leur intelligence. Mais il faut trouver le bon équilibre. Tout en transmettant des connaissances, il doit aussi y avoir du temps pour la réflexion qui développera l'intellect. Commencer la journée scolaire plus tôt, aussi près de 5 heures du matin que possible, ou au moins prévoir un temps d'étude personnel, un moment pour soi à 5 heures du matin. Et enfin, en plus des matières qui développent directement l'intellect, introduisons une matière qui traite de la vie, qui s'intéresse à l'esprit et à l'intellect. Le Vedanta, trouvons un moyen d'intégrer cela dans le système éducatif. Voici donc quelques suggestions face à la chute de l'intellect humain. Et maintenant, nous allons répondre à vos questions. La première question, dans le milieu académique, nous souhaitons transmettre une éducation libérale. Mais que faire si les participants s'intéressent à une éducation servile? Ainsi, toute la société encourage les jeunes à aborder l'éducation dans le but d'une carrière ou d'une augmentation de salaire. Oui, la plupart des étudiants que nous allons rencontrer cherchent à atteindre leur objectif particulier. Je dirais qu'il faudrait peut-être commencer la matière de cette façon. Ce pourquoi vous êtes venu ici sera accompli. Mais puisque vous êtes ici pour profiter de ce cours, pour en tirer le maximum, oubliez cela. Tombez amoureux de la matière, comprenez-la simplement pour elle-même. Vous obtiendrez ce que vous voulez. Vous savez, c'est la même chose que nous avons discuté lorsque nous parlions d'initiative et d'incitation dans les entreprises. On ne supprime pas le salaire, n'est-ce pas? Donc, les gens peuvent venir pour le salaire, ils peuvent travailler pour la prime, mais s'ils veulent apprécier le travail, tout comme on apprécie l'éducation, laissons-les poser une question. Comment puis-je apprécier le travail? Comment puis-je m'intéresser au travail pour lui-même? Vous allez recevoir le salaire, donc rassurez-les à ce sujet, c'est garanti. Vous allez obtenir le but, l'éducation servile qui est là, mais au moins pour que vous puissiez apprécier le travail, pour que le résultat du travail soit meilleur. Voyons comment nous pouvons rendre le travail passionnant. Voyons comment nous pouvons faire de la matière quelque chose que vous avez envie d'étudier. Donc, ils gardent à l'esprit l'éducation servile, l'étiquette d'utilité, mais nous les encourageons à l'aborder de manière libérale et cela fera une différence dans l'expérience d'apprentissage, la rétention et la compréhension de la matière.
quelles sont certaines des façons de réfléchir individuellement à ce que l'on a étudié? Donc, parmi les questions que nous pouvons poser, qu'essaie de dire l'auteur? Et de construire ce fil de pensée. Tout comme en mathématiques, vous avancez ligne par ligne. Vous ne sautez pas une ligne. Donc vous dites, d'accord, la personne a mentionné ceci dans le premier paragraphe. Et comment le premier paragraphe mène-t-il au deuxième? Donc vous reliez les lignes entre elles. Ainsi, lorsque nous commençons à assembler les éléments du contenu, cela devient évident. Très souvent, les gens demandent « Comment se fait-il, Sudakim, que lorsque tu parles ou que tu donnes ces conférences, il n'y ait aucune note devant toi? Et parfois, tu marches sur scène pendant 1 heure et demie, il n'y a pas de contenu écrit. » Je veux dire, il n'y a aucune note devant moi. Et c'est grâce à la préparation. Et la préparation est similaire au processus de réflexion. C'est comprendre le fil de la pensée. Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Donc, pour l'étudiant, c'est qu'est-ce que la personne essaie de transmettre. Et si vous pouvez construire le fil de la pensée et voir ce que la personne essaie de dire, puis avancer ligne par ligne, relier les points, vous saisissez le message. Et une bonne façon de lancer cette réflexion, c'est de questionner chaque ligne, s'assurer que vous pouvez avancer étape par étape. Et lorsque vous vous posez des questions et que vous bloquez, vous travaillez dessus. Vous travaillez dessus. Et il se peut que vous ne trouviez pas la réponse tout de suite, mais cela fait partie du processus. Battez-vous avec le problème. N'allez pas directement sur ChatGPT. N'allez pas non plus appeler le professeur tout de suite. Battez-vous avec le problème. Parce que lorsque vous le démêlez, cela restera avec vous. Sinon, cela reste dans le livre, dans les notes. Prochaine question. En essayant de faire cela différemment, à l'encontre du système, ne risquons-nous pas d'être aliénés? Et donc, serons-nous malheureux? Donc, la suggestion est de le faire discrètement. Introduisez les principes, les concepts discrètement. Par exemple, le dernier point était d'introduire le Vedanta, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler Vedanta. Vedanta signifie réfléchir. Vedanta signifie développer l'intellect. Vedanta signifie expliquer ce qu'est la vie. Vous n'avez pas besoin de l'appeler Vedanta. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'encontre du système. Faites-le là où vous le pouvez. Faites-le dans la façon dont vous interagissez avec les élèves, la façon dont vous interagissez avec l'enseignant, la manière dont vous questionnez et échangez avec l'enseignant. Il n'est donc pas nécessaire de défier le système en s'y opposant directement, à moins que nous ayons les moyens, que nous ayons l'influence pour le faire. Sinon, commençons là où nous sommes et introduisons ces idées. D'accord? Comment puis-je y intégrer un peu de réflexion? Que puis-je faire pour les élèves? Et même dans la façon dont je présente, j'apprends constamment. Et ce que je remarque avec les adolescents, c'est qu'il y a beaucoup de contenu que l'on partage qui pourrait leur être utile dans la vie. Mais si je n'utilise pas ces concepts qui consistent à leur donner du temps pour réfléchir, si je ne le fais pas de manière engageante et interactive, alors cela n'aura pas d'impact. Donc, une nouveauté que nous avons introduite lors des sessions pour adolescents, c'est que lorsque nous avons les sessions de Vedanta, je commence par une question qui les concerne. Donc, ils écrivent réellement une question. De quoi est-ce que je m'inquiète? Donc, cela les amène à réfléchir. D'accord, quelles sont mes inquiétudes? Qu'est-ce qui me préoccupe? Je leur demande, à quelle fréquence y penses-tu? Quand y penses-tu? Et ils réfléchissent. Donc, ils se disent, je m'inquiète pour mes résultats. Je m'inquiète de mon apparence. J'y pense constamment avant de m'endormir. Donc, ils écrivent tout cela. Ce que je fais là, c'est que avant même de commencer à parler de l'esprit, des complexes et de l'anxiété, je les amène à s'impliquer dans ce qui les intéresse, c'est-à-dire leur propre esprit. Donc, quand ils écoutent le contenu, ils s'y engagent de cette manière. C'est personnel, c'est pertinent. Ils cherchent à faire le lien entre les choses.
Et ensuite, après avoir donné du contenu et l'avoir fait émerger d'eux, je demande, d'accord, maintenant, comment résolvez-vous votre inquiétude? Comment utiliseriez-vous ce contenu pour ce dont nous avons parlé plus tôt? Quelle technique mettriez-vous en place? Mais c'est en utilisant ces idées, questions-réponses. Faire émerger plutôt que d'imposer, offrir une occasion de réflexion en même temps que la connaissance. C'est la même chose que nous pouvons faire dans nos interactions avec nos enfants, nos élèves, ou si nous sommes élèves, pour encourager nos profs. Peut-être devrions-nous être ceux qui posent les questions. Au final, il s'agit d'apprendre et de la manière dont nous absorbons des informations que nous pouvons utiliser pour améliorer nos vies. Ces 7 principes ne vont peut-être pas révolutionner le système éducatif aujourd'hui ou demain, mais ils peuvent certainement transformer notre façon d'apprendre. Alors, Nous allons passer à la dernière question. d'accord. Elle se compose de 2 parties. Est-il assuré que le Swadharma pourra nous permettre de subvenir à nos besoins lorsqu'il y a des factures à payer? Comment pouvons-nous nous concentrer sur ce que nous aimons sans le faire pour l'argent? Il n'y a donc aucune garantie que le Swadharma puisse vous faire vivre. Et à certains moments, à certaines étapes de la vie, il se peut que nous devions faire ce qui est nécessaire à ce moment-là. Mais l'idée doit toujours être de revenir à son Swadharma ou de faire de la place pour le Swadharma. Et pour les personnes qui sont dans le Paradharma ou qui n'ont pas la capacité ou la possibilité de poursuivre leur dharma à ce moment-là, il faut s'orienter vers quelque chose que vous considérez comme Paradharma, mais qui permet de payer les factures avec l'idée d'économiser et de se préparer à atteindre un point où vous pourrez suivre votre Swadharma. Ou bien pendant que vous êtes dans ce paradharma, que vous économisez et que vous subvenez à vos besoins, introduisez le swadharma comme un loisir que vous pourriez utiliser pour compléter vos revenus. Et puis, petit à petit, à mesure que cela grandit, comme ce sera le cas puisque votre esprit y est, mais que vous avez la stabilité de ce paradharma pour le moment, à mesure que cela se développe, vous pourrez alors réduire ce qui n'est là que pour gagner votre vie et consacrer plus de temps au swadharma. Alors, ce n'est peut-être pas facile au début, mais par passion, nous sommes prêts à faire en sorte que cela fonctionne. L'effort fourni est bien moins pesant que dans un endroit où l'on ne prend aucun plaisir. Un haut dirigeant d'une grande entreprise expliquait que lorsqu'il gagnait le plus, il travaillait pour une boîte qu'il n'aimait pas, il n'aimait ni son travail ni les valeurs de cette entreprise. C'était contre sa nature. Et il dit que même s'il gagnait le plus, il faisait des crises d'angoisse le matin, jusqu'à ce qu'il en arrive à un point où il a décidé que cela ne valait pas sa santé. Vous n'aurez pas ce problème avec le Sudharma. Il peut y avoir un peu de stress financier par moment, mais vous ne ferez pas de crise d'angoisse. Et le deuxième aspect, quelle était la deuxième partie de la question? Comment se concentrer sur ce que l'on aime et ne pas le faire pour l'argent? Donc, la réflexion. Et la réflexion, c'est que ce Swadharma va dans le sens de la nature que vous avez déjà. Maintenant, si nous n'allons pas dans le sens de cette nature que nous avons, nous allons être frustrés parce qu'elle est déjà en nous. Donc, nous choisissons quelque chose pour lequel nous ne sommes pas doués, pour lequel nous n'avons pas de désir. Dans ce cas, le Swadharma est frustré. Donc, nous sommes frustrés. Nous trouvons cela beaucoup plus difficile. Cela demande beaucoup d'efforts. Ce n'est donc pas optimal. Nous gaspillons de l'énergie qui pourrait être utilisée dans un domaine où nous avons des compétences. Cela nous prend donc plus de temps, plus d'efforts que quelqu'un qui a cette tendance.
je dirais externaliser, si vous le pouvez, déléguer les aspects du paradharma dans votre carrière, dans votre travail, si possible, et concentrez-vous sur votre swadharma. Donc, si nous comprenons combien cela nous demande d'énergie, si nous comprenons à quel point cela nous frustre, si nous comprenons que pour l'évolution, la réussite et la paix de l'esprit, le swadharma est la meilleure option. Cette question d'aimer ou de gagner sa vie ne se pose pas. Il est possible d'avoir tout cela, mais cela prend du temps. Et si vous avez la conviction de suivre le swadharma, le succès viendra. Car comme le dit un célèbre philosophe, le succès ne mène absolument pas au bonheur. Ce n'est pas la clé du bonheur, mais le bonheur est la clé du succès. Trouvez un travail que vous aimez faire et ce n'est qu'une question de temps. Vous réussirez. Merci à tous de nous avoir rejoints. Nous vous retrouvons dimanche prochain. Pour ceux d'entre vous qui parcourent le contenu des sessions de sagesse du dimanche, si vous avez des questions sur l'un des épisodes, vous êtes invités à soumettre vos questions. Nous avons un lien dans la description de votre plateforme respective, que ce soit Spotify ou YouTube. Jetez un œil à la description. Soumettez votre question via le lien et nous organiserons des sessions spéciales de sagesse du dimanche pour répondre aux questions envoyées par les auditeurs. Merci.